Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue aux 20h. À la une ce soir, les activités ont repris dans plusieurs communes attaquées ce matin par les assaillants à Bukavu. Le bilan fait état de 6 ennemis tués, 36 capturés et pour l'armée 3 morts. Le gouverneur du Sud Kivu a présenté les assaillants au public. Et à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni en urgence son gouvernement pour une analyse à partir des éléments obtenus des services de sécurité. Des instructions ont été données. Les FARDC ont également imposé la loi à Niakoundé et à Marabo en Ituri. Après plusieurs affrontements contre le rebelle, plusieurs habitants sont sortis de la forêt pour retrouver leur maison. Des écoles ont rouvert. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Vous savez, nous commençons ce journal par Glasgow, où le chef de l'État a pris part active à la conférence des partis. La situation financière alarmante des États africains ne permet pas d'investir dans les infrastructures. Le président de la République démocratique du Congo l'a mentionné dans son intervention pour Félix-Antoine Tshisekedi. Vous allez l'entendre, il faudrait opérer des choix stratégiques. Pierre Kibambeso Moïsa. COP26, les travaux se poursuivent sans désemparer à Glasgow, en Écosse, avec la brillante participation des chefs d'État et des gouvernements à cette grande conférence des Nations Unies sur le climat. Lors des discussions sur les infrastructures et le climat, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président d'exercice de l'Union africaine, est intervenu aux côtés de son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et du Premier ministre britannique Boris Johnson pour relever l'importante problématique du développement des infrastructures sur le continent africain avec la volonté de reconstruire un monde meilleur et plus durable. Le président de la République en a appelé à de nouveaux choix, mieux, de nouvelles stratégies innovantes face à la situation financière alarmante des États africains qui ont du mal à atteindre le seuil du développement en infrastructure. C'est dans cette optique que le chef de l'État a notamment indiqué que la RDC s'est investie dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières avec celui des infrastructures essentielles. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi de renchérir, l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets d'investissement concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation. Au cours d'un sommet sur l'accélération de l'adoption en Afrique, tenu en marge de la COP26, Félix-Antoine Tshisekedi a fait le plaidoyer pour l'augmentation du flux financier destiné à l'Afrique. Organisé en marge de la COP26 à Glasgow, en Écosse, le sommet sur l'accélération de l'adaptation en Afrique s'est érigé en une tribune dont l'objectif était de renforcer la résilience africaine face au changement climatique. Intervenant en sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné l'insuffisance du flux financier actuel en direction de l'Afrique pour l'adaptation qui est inadéquat avec les besoins et les urgences. Pour être emporté, la lutte contre le changement climatique ne peut être gagnée qu'en Afrique. Un message que le chef de l'État a lancé à ses pairs en les appelant à la mobilisation des ressources en vue de soutenir les États africains se trouvant sur la ligne de front du changement climatique. Ce sommet a été organisé par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation. Un autre temps fort de la poursuite de travaux de la COP26 a été la signature par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson d'un engagement d'une durée de 10 ans pour la protection de la forêt de la RDC. Et cela au nom du conseil d'administration de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale. Coup de gueule des peuples autochtones à Glasgow par leurs représentants. Ils exigent d'être priorisés dans les décisions à mettre en œuvre après les mesures politiques. La survie des communautés locales, les peuples autochtones d'abord. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Glasgow, Néné Maïzana.
La conférence des parties sur les changements climatiques qui s'est ouverte à Glasgow, au Royaume-Uni, continue son bon chemin. Des bonnes intentions de limiter les émissions de gaz à effet de serre à 1,5 degrés Celsius se confirment par les chefs d'État du monde. La République démocratique du Congo, pays parti à la COP26, se positionne avec un seul message, la RDC pays solution. Devant la tribune des Nations Unies à la COP26, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé l'engagement des pays du bassin du Congo pour assurer un développement durable et l'amélioration des conditions de vie des communautés lors du sommet des chefs d'État sur la forêt et la gestion de la terre. La forêt, la biodiversité, les mines, l'eau douce constituent l'enjeu majeur pour la survie de la planète Terre, comme l'a relevé la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et le Développement durable, Eve Bazaïba. Les représentants des peuples autochtones pour les bassins du Congo, Patrick Saïdi, coordonnateur du DGP, a salué les engagements des chefs d'État et les appelle à mettre en application leurs décisions pour la survie des peuples autochtones. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Les observateurs avertis attendent les résultats de la COP26. Réveil cauchemardesque ce matin à Bukavu. La ville était attaquée par des assaillants. Informé, le chef du gouvernement a réuni à Kinshasa son équipe pour une évaluation en urgence. La vague de violence qui a plongé la ville de Bukavu dans l'insécurité totale dans la nuit de mardi 2 novembre à mercredi 3 n'a pas laissé indifférent le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qui a présidé en urgence une réunion du Conseil de sécurité ce mercredi 3 novembre 2021 à la primature. Depuis ce matin, dans la ville de Bukavu, il y avait des agitations parce que la ville a été attaqué par quelques assaillants et son Excellence Monsieur le Premier ministre a bien voulu que nous les deux ministres devant vous et l'ensemble de nos services nous puissions nous retrouver pour examiner la question par rapport aux éléments que nous aurions tous obtenus de nos différents services œuvrant dans la province du Sud Kivu et plus particulièrement dans la ville de Bukavu. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés et nous venions de faire l'analyse de la question. Tout ce que l'opinion peut retenir, c'est que la situation s'est calmée sous contrôle de nos forces armées et de la police nationale congolaise. Et nous invitons nos services à davantage veiller sur cette question de manière à maintenir la paix et l'ordre dans la ville de Bukavu et dans le reste de la province. À la dernière nouvelle, la ville de Bukavu a retrouvé son calme. La population commence à vaquer à ses occupations. Sur le terrain, les enquêtes ont été déclenchées pour retrouver les responsables de l'attaque des hommes armés sur Bukavu. Aujourd'hui, devant la presse, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje, a présenté 36 assaillants capturés. Devant la presse nationale et internationale, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje Kassi, a fait le bilan de l'attaque de la ville de Bukavu par des assaillants non autrement identifiés. Dans ces affrontements, on a tué 6 assaillants, 4 blessés, 36 assaillants capturés qui sont devant vous. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 hommes. La situation aujourd'hui de la ville de Bukavu est sous contrôle. À l'occasion, le chef de l'exécutif provincial a annoncé une panoplie de mesures pour protéger la ville de Bukavu et demander à la population de collaborer avec les services de sécurité pour que l'ennemi soit traqué jusque dans ses derniers retranchements. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans leurs retranchements. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels de cette situation, afin de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Le président de la République, chef de l'État, suit cette situation de près et l'ensemble du gouvernement national.
Bukavu n'est pas tombé et les activités ont repris. Le gouverneur de province, Théo Ngwabidje Kassi, accompagné de membres du Conseil provincial de sécurité, a fait la ronde de la ville dans les 3 communes où il a communié avec ses administrés. Il les a appelés à vaquer librement à leurs occupations car les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise veillent nuit et jour. À Bagira, Kadutu, Panzi et Nyawera, la population a ovationné le gouverneur de province en itinérance dans la ville de Bukavu. C'est promulgué. L'ordonnance portant prorogation de l'état de siège a été signée par le président de la République. Mais avant cela, ce projet de loi a été adopté en seconde lecture par une majorité de sénateurs ayant pris part à la plénière présidée par Modeste Bahati, président du Sénat, Edi Tchalakatala. Le Sénat vient d'adopter en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'est pour la 11e fois que cette mesure de la situation exceptionnelle dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu a été reconduite. Le gouvernement, par le biais de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qu'accompagnait ses collègues des relations avec le Parlement et de la recherche scientifique, a présenté cette loi aux sénateurs. Dans son intervention, Rose Mutombo Kiese a fait part aux élus des élus de la réalisation des forces armées de la RDC engagées au front pour restaurer la paix dans ce coin du pays. Le vote de cette loi a été fait conformément à l'article 113 du règlement intérieur du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 89 membres ont pris part au vote. De ces 89 membres, 84 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non et 1 membre a voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Au cours de cette plénière, présidée par Modeste Bahati Lukwebo, le bureau a communiqué aux sénateurs les 3 propositions de loi ainsi que 3 projets de loi qui seront traités pendant la session en cours. Dans le cadre du contrôle parlementaire, 12 questions orales et une interpellation des ministres et gestionnaires ont été déposées au bureau de la Chambre haute du Parlement. Elles seront programmées dans les jours à venir pour être débattues en plénière. Du succès au front, les FARDC ont réussi à imposer la paix à Niakoundé et à Marabou-Nous-Sommes-en-Ituri après plusieurs affrontements contre les rebelles. Plusieurs compatriotes sont sortis de la forêt pour retrouver leurs habitations. Koundé et Marabou, en territoire d'Irumu, respirent désormais les bons vents de la paix consolidée par les FARDC après les opérations contre les miliciens FPIC. Des habitants ont déjà regagné leurs maisons respectives et vaquent librement à leurs activités. Madame Angèle s'est dit heureuse de retrouver sa maison après plusieurs mois en déplacement dans la brousse où elle vivait sans nourriture ni médicaments. Cependant, s'est retournée, plaide pour une assistance en vivre et non vivre. Niakoundé et Marabou, hier vidés de leurs habitants, mais aujourd'hui, suite à la paix restaurée, accueillent des déplacés venus de la région de Komanda. Quel paradoxe, les activités scolaires ont repris et l'hôpital général de Niakoundé fonctionne normalement, témoigne Dr Charles, responsable de cette structure sanitaire. La vie est bonne, s'il faut comparer il y a 5 mois, nous voyons vraiment qu'il y a une nette amélioration. Pour les dons que nous avons reçus par l'entremise de son Excellence l'autorité, c'était juste pendant les temps difficiles, ça nous a beaucoup aidé pour certains besoins d'urgence, entre autres la nourriture, quelques kits d'urgence des médicaments. Ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant ce temps-là. Cet hôpital a reçu IAP un appui financier de l'administration militaire pour relancer les activités. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, accompagné des femmes leaders venues de Kinshasa et celles de l'Ituri, s'est rendu dans la région pour s'imprégner de la situation. L'aérodrome de MAF pourra également reprendre ses activités dissipées, a dit un responsable.
Il y a du rattrapage à faire dans le domaine de l'aviation civile pour mettre le pays sur orbite. Actuellement, une proposition de loi subit des amendements au niveau de la commission infrastructure à l'Assemblée nationale et le ministre des Transports, Chérubin Okindé, sollicite du président de la Chambre basse, Christophe Mbosso, la célérité dans le traitement. Sylvie Moembo, Bernard Bodo, Guy Kitoko. La République démocratique du Congo connaît un grand retard dans le secteur de l'aviation. Elle ne dispose d'aucune loi pouvant lui permettre d'être au même diapason que les autres pays. C'est pourquoi le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okindé, sollicite auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, le vote de la proposition de loi sur l'aviation civile à l'Assemblée plénière. Je suis venu me ressourcer auprès du président et lui demander l'opportunité que, le moment venu, dans les semaines qui suivent, que je puisse en échanger avec les honorables députés, quitte à profiter maintenant des inputs qu'ils pourront amener, des amendements ou des rectifications, des enrichissements qu'ils pourront amener. Au moins, au niveau de ma responsabilité, j'aurai l'assurance que, en appliquant ce plan stratégique, je suis en communion parfaite avec le Congo profond que représentent les honorables députés. Arrivé fait mandat en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République du Congo en poste à Kinshasa, Clément Yandomba, a fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Le chef de la mission diplomatique congolaise quitte Kinshasa avec plusieurs souvenirs sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Brazzaville. J'ai été très édifié par cet entretien que j'ai eu avec l'honorable président. Je suis heureux et fier d'avoir pu servir la cause des deux peuples dans ce pays pendant ma mission. Et Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées du monde. Donc vous comprendrez que cela témoigne justement de l'excellence de toutes les relations multiformes que nous avons, aussi bien sur le plan multiforme, des relations de fraternité, d'amitié, de solidarité et de coopération. De son si long séjour diplomatique en République démocratique du Congo, l'ambassadeur de la République du Congo et doyen des ambassadeurs en poste à Kinshasa a beaucoup privilégié l'attachement des frères, fils et amis de la RDC. Au deuxième trimestre de l'année 2022, le traitement des fonctionnaires va connaître une augmentation de 45%. Un protocole d'accord a été signé hier à Bibois entre l'employeur et le banc syndical, des assises présidées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Nadine Kilocho, reportage. Après une semaine de négociations et d'échanges à Bibois dans la commune de Lantélé, la commission paritaire gouvernement bon syndical de l'administration publique sont parvenus à un accord. Sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les deux parties ont signé un nouveau protocole d'accord. L'intersyndicale nationale de l'administration publique et le gouvernement, représentés par une brochette des ministres sectoriels, ont convenu au terme de cet accord une augmentation de salaire de 45% dès le deuxième trimestre de l'année 2022. Pour le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, cette mesure de haute portée sociale traduit la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le slogan « Le peuple d'abord ». Ce qui vient de se passer ce soir, c'est la traduction, la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place au cœur de ses préoccupations l'homme congolais, de surcroît les fonctionnaires congolais. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce soir, c'est le fruit d'un pragmatisme partagé, de manière tout à fait responsable, d'un souci que nous portons tous, à voir le fonctionnaire congolais reconquérir sa dignité perdue. Au sujet de la prime de plus de 3 millions de francs congolais que touchent certains fonctionnaires, un rabattement fiscal de 15 à 3% sera appliqué, conclusion à laquelle ont abouti le bon syndical et le gouvernement de la République.
Nous pensons que nous avons obtenu quelque chose pour les agents. Ce n'est pas la fin, mais nous allons continuer grâce au dialogue, grâce au partenariat sincère que nous venons de sceller avec le gouvernement. Adoption du document final pour la validation de l'avis sur le profil de la gouvernance vertueuse en RDC. La prochaine étape, c'est la remise officielle de l'avis aux autorités politico-administratives de la RDC, une activité organisée par le Conseil économique et social grâce à l'accompagnement du PNUD. Les détails avec Annie Balaka. Le Conseil économique et social vient de doter à la République d'un avis sur le profil de la gouvernance vertueuse. Un document qui sera considéré comme une boussole indispensable pour la navigation de la République démocratique du Congo. Après un travail de fond et de qualité, finalement ce mardi 2 novembre 2021, au cours de cet atelier, que le comité de pilotage a adopté cet avis. Le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, a encouragé les pratiques de la bonne gouvernance fondées sur l'affermissement de l'état des droits, l'amélioration de la gestion des affaires du pays, le développement du secteur privé dans un environnement incitatif. C'est un instrument appelé à contribuer à l'amélioration des performances de la gouvernance de l'État, avec, à chaque étape de ce processus, des avancées significatives dans la correction des distorsions et des déficits de la gouvernance. Pour Dominique Sam, représentant résident du PNUD, cette étude vise à fournir aux décideurs un instrument référentiel de départ et un tableau de bord du cheminement pour l'amélioration des performances dans la gouvernance. La bonne gouvernance incite à des politiques publiques plus crédibles et capables d'offrir une meilleure sécurité d'existence aux populations dans le pays. Le deuxième vice-président du Sénat a exprimé le vœu de voir la mise en application de cette étude pour le bien-être des Congolais. 12% des personnes vivant avec le VIH sont recensées en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour renforcer la riposte, Dakar a abrité la rencontre sous-régionale. La RDC a partagé son expérience à travers la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba. Edith Chalakatala. Une rencontre régionale sur les VIH-Sida se tient à Dakar au Sénégal. La République démocratique du Congo est représentée par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba Nkoulou. Ces assises visent le renforcement de la riposte en Afrique de l'Ouest, du Centre, qui représente 8% de la population mondiale et abrite plus de 12% de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Dans son intervention au cours de cette rencontre, Véronique Kilumba Nkoulou a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo dans la survenance des différentes épidémies auxquelles elle a été confrontée. En dépit de ces défis, il y a lieu de relever que le renforcement des capacités des professionnels de santé pour la prise en charge des autres épidémies et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, la formation et la mobilisation des acteurs communautaires, la redynamisation des cadres de concertation avec des partenaires au développement impliquant les autorités politico-administratives et la mobilisation des ressources apporte un soutien important dans le renforcement du système de santé dans une perspective de développer sa résilience face aux urgences sanitaires et diverses catastrophes. Cette occasion sous-régionale a permis à la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de présenter les quelques défis auxquels la République démocratique du Congo fait face, comme l'inégalité basée sur le genre, la discrimination, la stigmatisation à l'égard des personnes infectées et affectées par le VIH et l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Kinshasa accueille du 6 au 8 décembre prochain la deuxième session de la grande commission mixte RDC-Tunisie. Le ministre de l'intégration régionale a présidé une réunion préparatoire sur le cadre juridique et les questions liées à la logistique vitale Pagabita. La RDC toujours déterminée à relancer sa coopération sur le plan régional. La deuxième session ordinaire de la grande commission mixte RDC-Tunisie, prévue du 6 au 8 décembre 2021 à Kinshasa, 32 ans après celle tenue à Tunis en 1989, s'inscrit dans cette optique. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, l'ambassadeur de Tunisie Bouzekri Hermili et quelques experts ont passé en revue les cadres juridiques et les questions spécifiques liées à la logistique. Des accords de coopération seront signés dans plusieurs domaines, notamment l'énergie,
avec l'exploitation du gaz méthane sur le lac Kivu, a indiqué le diplomate tunisien. Nous avons pas mal de projets d'accords à signer. Nous avons directement au moins 6 accords qui sont directement prêts pour la signature. Et puis il y a 3 autres accords qui sont susceptibles d'être signés. Nous avons de très bonnes relations dans tous les domaines, y compris l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, y compris le tourisme, l'industrie, l'énergie. Pour votre information, nous avons déjà un grand projet qui sera mis en œuvre dans les plus brefs délais. C'est l'extraction du gaz méthane du lac Kivu. Le ministre Didier Mazenga Mukanzu a promis de faire le plaidoyer auprès du chef du gouvernement pour la réussite des travaux, à l'instar de la grande commission mixte RDC-Burundi et grande commission mixte RDC-Angola, tenue dernièrement à Kinshasa. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat vient d'annuler 17 contrats de partenariat public-privé portant sur les villas et espaces de l'État pour non-respect des clauses contractuelles. Sur un total de 18 contrats de partenariat public-privé advenus depuis plus de 10 ans, un seul, en l'occurrence signé avec la firme Kin Béton, a connu un aboutissement heureux. Ce non-respect de clauses, en particulier le délai d'exécution par les promoteurs immobiliers, a causé un préjudice et un manque à gagner à la nation. Le ministre d'État Pius Mwabilou a aussi reporté d'autres contrats, dont celui signé avec la société Banaboua SRL. C'est une dépêche d'Eric Kabamba. DRC Africa Business, le marché potentiel des batteries électriques et des véhicules se chiffre à 8 000 milliards. Qu'est-ce que la RDC va tirer comme dividende? Julien Paluku, ministre de l'Industrie, est revenu sur les enjeux de la rencontre qui aura lieu à Kinshasa. C'était au cours d'une conférence de presse. Mami Kadima. Ces assises vont s'épancher sur la transformation des ressources matérielles africaines en valeur économique. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui tient à la réussite de cet événement majeur, a expliqué à la presse les dividendes que peuvent tirer les pays africains en améliorant leur participation dans la chaîne des valeurs des batteries et voitures électriques en énergie propre. Ceci devait impacter la qualité de vie des Africains. Lorsque le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accède à la tête de l'Union africaine, il se rend compte que l'Afrique doit reprendre son leadership. Ce forum est assis sur une étude que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique